Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Il est maintenant 9 h. Nous allons pouvoir débuter ce webinaire. Pour animer cette matinée avec vous, plusieurs intervenants. Donc moi-même, Yann Fodrop, je suis animateur de la filière Linfib qui va animer le webinaire avec deux intervenants, Jeanne Fourny, ingénieure régionale en Normandie, et Benoît Normand, ingénieur régional Hauts-de-France et spécialiste de la protection du Linfibre. Elodie Gagliardi, notre collègue ingénieur régional aussi chargé de projet Linfibre, fait partie de l'organisation et va plutôt réguler le chat. Le programme pour cette matinée avec 4 séquences d'intervention. Une première concernant la gestion des altises avec des préconisations qui seront plutôt présentées par Jeanne Fourny. Ensuite, un volet un peu plus important sur la gestion des adventices par Benoît Normand. Séquence suivante qui sera sur la gestion des maladies de l'averse spécifiquement pour le lin d'hiver. Voilà, pour cette culture-là. Ensuite, dernière partie d'intervention, gestion des maladies de l'averse plutôt sur le lin de printemps qui sera réalisé par Benoît. Le webinaire et donc ces 4 séquences d'intervention se succéderont les unes à la suite des autres. On prendra une demi-heure à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Et pour gérer justement ces questions, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir en direct sur le webinaire, mais par contre, vous pouvez utiliser la barre de chat sur la droite de votre navigateur, dans lequel vous pouvez donc poser vos questions. N'hésitez pas à inscrire votre nom, votre département. Ça nous permet aussi d'être un peu peut-être plus précis dans les réponses qu'on sera susceptible de faire. Donc on reprendra les questions au fur et à mesure dans le chat. N'hésitez pas à l'utiliser au fur et à mesure des interventions. On y répondra dans la dernière demi-heure de l'intervention à l'oral. Juste aussi vous rappeler qu'une enquête de satisfaction sera proposée avec un lien dans le chat en fin de session. On vous remercie d'y répondre, ça nous permet de nous améliorer à chaque fois. Et que la présentation sera mise en ligne ensuite avec un replay sur la chaîne YouTube d'Arvalis, dans lequel seront repris les interventions de cette matinée. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jeanne Fourny qui va vous présenter les éléments concernant la gestion des altises. À toi, Jeanne. Ouais, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter, donc, comme vient de le dire Yann, la partie donc, sur les altises. Les altises, il faut savoir que c'est les principaux ravageurs du lin. Donc, quand on parle d'altise, en fait, on parle plus spécifiquement de 2 espèces d'altise, donc Aphthona euphorbiae et Longitarsus parvulus. Donc, ce sont 2 espèces qui ont globalement le même cycle de développement. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont en hivernation plutôt sur la période automnale et hivernale. Et ensuite, elles vont avoir une reprise d'activité dès que les températures vont atteindre les 9-10 degrés. Donc, plus ou moins vers le mois de mars, fin mars, début avril. Et donc, c'est ce qui va correspondre en fait à la phase de sensibilité du lin. Donc, au moment du semis, début semis jusqu'au stade de 5 cm, ça va être la période de sensibilité du lin face aux altises. Et donc, on peut le voir également sur ce graphique. En fait, le lin va être sensible à ces attaques donc dès le semis, au moment de mi-mars jusque, on va dire, fin avril, début mai, jusqu'à ce qu'il ait atteint à peu près le stade 4-5 cm. Donc, les dégâts d'altise sont des dégâts assez remarquables parce que ça fait des impacts de balles qui peuvent être assez impressionnants. Sur des fortes attaques, on peut avoir l'entièreté de la parcelle qui va être totalement détruite. Donc, ça peut avoir un gros impact sur le rendement et donc même totalement, donc comme je viens de le dire, détruire certaines parcelles. Donc, l'un des leviers pour gérer ce risque altise, ça va être de bien positionner sa date de semis, parce qu'on voit que plus on a une date de semis tardive, plus les dégâts des altises vont être faibles.
Donc là, sur ce graphique-là, on a le pourcentage de biomasse dévorée par les altises et le nombre de jours entre le semis et le stade 3-5 cm. Donc ce qui veut dire que plus on a un semis précoce, plus on va mettre du temps à atteindre ce stade de 3-5 cm et donc plus le pas de temps en fait va être grand et donc plus le lin va être sensible aux dégâts d'altise et va être potentiellement attaqué. Et donc pour évaluer le risque altise, donc il y a plusieurs méthodes qui vont donner lieu à une grille de risque, donc qu'on a établie. Donc ce qui est important déjà, c'est de surveiller nos parcelles, donc dès le semis jusqu'au stade 3 cm comme je viens de le dire et assez régulièrement. Il faut passer tous les 1 à 2 jours donc dans sa linière. Et donc pour évaluer ce risque, on va notamment utiliser le test de la feuille A4, donc qui consiste à poser une feuille A4 sur sa parcelle, à marcher autour et à dénombrer combien d'altises sont présentes dessus. L'un des autres critères qui va être pris en compte dans cette grille de risque, ça va être le niveau de dégâts, donc le nombre de morsures également, sur nos lins. Et enfin, le troisième critère, ça va être les conditions météo. Les altises ont une forte activité, donc sur des chaleurs plutôt élevées et également elles sont assez sensibles également au rayonnement. Et donc ici, vous avez effectivement la grille de risque dont je viens de parler, donc qui reprend bien en compte nos trois facteurs de décision, donc le nombre d'altises sur la feuille A4, la météo et le nombre de morsures. Et donc en fonction de ce que vous allez observer sur votre parcelle, on va se placer sur un risque faible, moyen ou élevé. Et donc ici, vous avez les préconisations à chaque fois en fonction du risque. Donc risque faible, on conseille de ne pas intervenir, mais de toujours surveiller les parcelles. Et pour les risques moyens à élevés, vous avez différentes solutions à appliquer. Et donc ce qu'il faut conclure sur les altises, c'est qu'il faut anticiper les risques, donc bien choisir sa date de semis et avoir un suivi régulier donc de ces linières. Et également, pour avoir optimisé son efficacité, on recommande de faire ces traitements en fin d'après-midi, quand les altises sont plus actives et donc sont sorties, ne sont plus à l'abri dans la parcelle. Merci Jeanne. On va directement laisser la parole à Benoît pour continuer sur la partie gestion des adventices. Si vous avez des questions sur les altises ou sur les différents sujets, n'hésitez pas à utiliser le chat comme j'ai pu le dire en introduction. Benoît, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je poursuis donc sur la gestion des adventices, donc aussi bien sur le lin fibre d'hiver que sur le lin de printemps. Donc comme vous le savez, à partir du 29 mars 2025, donc on n'aura plus la possibilité d'utiliser l'Avadex 480. Donc ça fait quelques temps qu'on avait des alertes sur un potentiel retrait de cette spécialité. Et de ce fait, nous avons étudié une des solutions qu'on a étudiées, c'est le colzamine. Donc le colzamine, c'est de la napropamide à 450 grammes, donc qui est commercialisé par la société UPL. Donc je vous ai remis ici donc un petit historique en fait des évaluations qu'on a pu faire sur cette spécialité. Donc on a commencé en 2021 avec un essai, on va dire screening pour donc non récolté pour évaluer la spécialité, où on avait appliqué en prélevé cette spécialité à la dose d'1,5 litre et on avait pu voir donc que il n'y avait pas forcément de symptômes de phytotoxicité. Donc ça, c'était sur du lin de printemps en 2021 sur des applications de prélevé. Donc les notes de sélectivité sont faites de 0 à 10, donc plus la note est élevée, plus on observe des symptômes de phytotoxicité. On a poursuivi en 2023 avec 2 essais, une fois de plus non récoltés, avec plus de répétitions. Donc on avait 4 répétitions, notamment sur du lin d'hiver, toujours sur des applications élevées, donc 2 sites d'essai, un dans l'Eure et un dans l'Oise, où on avait des comportements différents sur les 2 sites. Une, vous voyez, dans l'Eure, où on avait des phytotoxicités un peu plus marquées, donc avec une note de 4 sur 10, et
un site dans l'Oise avec une note de 1. Donc, s'il faisait une moyenne sur les 2 sites, une note de 3. Donc, ce qui nous a incité à poursuivre les évaluations. On a également testé la même année, donc 2023, sur l'Ain de printemps, où on a regardé les applications toujours de prélevé, toujours à la même dose, 1,5 litre, et puis des applications de pré-semis. Donc là, sur les 2 sites, donc il y avait un site dans l'Eure, un site dans le Pas-de-Calais, et on voit clairement que les applications de prélevé étaient les plus sélectives par rapport aux applications de pré-semis. Donc les pré-semis, c'est de l'incorporation comme on pouvait le faire notamment avec l'Avadex. Donc les premières conclusions de ces années d'évaluation, c'était clairement que le pré-semis était pas sélectif du tout, hein. Donc on avait de la perte de pied, des tassements, de décoloration. Donc, c'était jugé vraiment trop risqué à appliquer cette spécialité de la même manière qu'on pouvait appliquer l'Avadex. Donc, on a poursuivi les évaluations en lin d'hiver et lin de printemps, uniquement en prélevé. Donc, en 2024, on avait cette fois-ci 4 essais mis en place, donc 2 sur lin d'hiver, 2 sur lin de printemps, avec récolte pour aller mesurer l'impact sur la production de fibres. Donc ici, une ébauche du protocole. Moi, je ne vais pas vous détailler toutes les modalités, il y a d'autres spécialités également qu'on a pu regarder en évaluation. On va se contenter sur uniquement les applications qui sont ici en jaune clair. Donc c'est le produit qui est codé H2115. Donc on l'a testé en prélevé, donc à 1,5 litre, 2 litres, 3 litres. Ça, on est sur du lin d'hiver. On l'a testé également en positionnement émergence, donc c'est-à-dire des lins qui sont en train de germer, en train de lever, et puis avec ou non un relais avec des antigraminées foliaires en cours de végétation. Donc, si on regarde les conditions climatiques des différents essais, donc ici à gauche, vous avez les conditions climatiques de l'essai qui était positionné dans l'Oise, donc sur la commune de Hallois, et puis ici à droite, les conditions climatiques sur la plateforme de l'Eure qui était du côté de Romilly. Donc, grosso modo, sur les 2 sites, on a eu un automne qui était très très pluvieux, avec une chute brutale des températures, notamment ici à la mi-janvier, et beaucoup plus marquée sur le site de l'Oise, où on est descendu à des températures proches des -10. On a même -10, proche des -11 degrés, en même pas 10 jours de temps, où on était autour des 10 degrés. On a eu des températures qui ont frôlé les -10 degrés. Ce qui pourrait expliquer les observations qu'on a eues derrière. Donc ici, vous avez 2 tableaux, donc un qui reprend l'essai de la commune de l'Oise, un qui est sur la commune de l'Eure, et vous avez ici dans les colonnes les notes de sélectivité au fur et à mesure du développement de la végétation. Donc pour les applications, donc vous avez toujours le témoin non traité qui est ici en haut dans les 2 tableaux. Ici, la deuxième modalité, donc vous avez l'Avadex 480 3 litres qui était incorporé, relayé avec un antigraminé foliaire. Et ici, vous avez le colzamide, donc en prélevé, 1,5 litre, 2 litres, 3 litres. Le T1, c'est le positionnement émergence. Et puis, vous avez ici prélevé, relayé avec un antigraminé foliaire. Ce qu'on peut remarquer, c'est que en termes de dose, ici, si je prends l'essai de l'Oise, on a une très bonne sélectivité à la dose d'1,5 litre avec le colzamide positionné en solo tout au long du cycle végétatif. Dès qu'on monte un petit peu les doses, on a des effets qui sont beaucoup plus marqués en termes de phytotoxicité et qui ont été amplifiés notamment par le gel qui a pu avoir lieu ici en janvier. Donc on voit ici sur les notations du 2 février, en termes de dégâts de gel, il y a des modalités qui ont beaucoup plus marqué que d'autres. Donc notamment les doses de 2 litres et 3 litres de colzamide, mais aussi surtout on voit que les applications d'antigraminées foliaires juste avant la période de gel
ont fortement sensibilisé les plantes et ont conduit presque à la destruction des parcelles derrière, puisqu'on les symptômes de phytotoxicité n'ont fait que de s'amplifier au fur et à mesure de la végétation. Donc si on compare ici colzamide 1,5 litre avec l'Avadex 480 à 3 litres incorporé, ce qu'on avait l'habitude de faire, on est sur des sélectivités sensiblement égales, même des meilleures même sélectivités avec colzamide 1,5 litre. Sur le site de l'Eure, donc à Romilly-la-Putenay, donc c'est exactement les mêmes modalités. On a eu des symptômes beaucoup moins marqués pour l'ensemble des modalités, des dégâts de gel qui étaient beaucoup moins marqués que sur la plateforme de l'Oise. Donc on a eu et aussi on a eu des sols moins gorgés d'eau et puis des gels moins forts. Donc ce qui a conduit à des sensibilités moins marquées de la culture. Si on regarde l'impact sur le rendement à l'intaillé des différentes modalités, donc je me suis concentré ici sur les modalités colzamide, différentes doses en prélevé qu'on compare à l'Avadex 483 litres. Vous voyez ici, donc les rendements à l'intaillé sont exprimés en pourcentage du témoin non traité. Donc les bâtonnets verts, c'est la moyenne des deux essais et les points jaunes sont les rendements sur l'essai de l'Oise et les points oranges sont les rendements sur l'essai de l'Eure. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que les applications sur les lins en cours de germination, donc c'est le colzamide ici 1,5 litre en T1, ont fortement marqué en végétation. On l'a vu avec les notes de sélectivité, mais également ça s'est répercuté fortement sur le rendement. Les doses de 3 litres et 2 litres de napropamine ont un impact négatif sur certains sites, sur un site, notamment celui de l'Oise, qui est assez marqué. En revanche, la dose d'1,5 litre, c'est le meilleur compromis, donc c'est le bâtonnet du bas, donc 1,5 litre de colzamide en prélevé sur l'un d'hiver, meilleur compromis, efficacité, sélectivité, à condition de l'appliquer en prélevé, comme on l'a vu. Si on compare la prélevé avec l'émergence, on a quand même un fort impact si on l'applique trop tard. Donc ici un petit graphique d'efficacité sur vulpin. On avait quelques vulpins, une infestation de vulpins sur le site de l'Eure. Et si on regarde les efficacités par rapport à l'Avadex 480, du colzamide à 1,5 litre en prélevé, on a une efficacité proche de 85-90% quand on était à 65% avec l'Avadex. Si on regarde ce qui s'est passé sur le lin de printemps, donc ici les différentes conditions d'application sur les différents sites. Donc on avait un site dans le Pas-de-Calais, donc on a eu des pluies régulières après le semis, des températures fraîches, ici début mai, limite des gelées blanches qu'on a pu avoir sur le site autour du 10 mai. Et puis les conditions ici d'application sur l'essai des Carnanville-la-Campagne, donc la commune c'était Bar exactement, où là on a eu des conditions un peu plus difficiles, puisque juste après les applications, on a eu des orages, notamment un orage qui a assez impacté le développement du lin sur la plateforme. On a eu 90 mm en quelques heures. Oui, quelques photos ici de l'état de la plateforme après les orages. Donc, ce qui avait replaqué les sols et ce qui a perturbé le développement des plantes après cet orage. Donc, ce qu'on a vu sur le développement végétatif, vous avez ici la mesure de hauteur à T+30, donc c'est 30 jours après les applications de prélevé. Donc sur différentes modalités. Donc je vous rappelle, le colzamide c'est H2115. Donc vous avez ici le témoin non traité, les deux sites. En orange c'est le site de l'Eure, en bleu c'est le site du Pas-de-Calais. Le caliprime extra pour avoir des éléments de comparaison avec des références qui sont classiquement appliquées, donc à 0,31 litres, donc à pleine dose, et le décano
Donc la sulcotrione à 2 litres est également positionnée en prélevé. Donc par rapport aux témoins, aucune différence de hauteur. Par contre, avec les conditions climatiques qu'on a pu avoir cette année, bah, dès qu'on appliquait le colzamine, on avait un impact sur le développement, donc sur la hauteur, on avait des tassements d'observer sur la végétation. On a regardé si on pouvait l'associer avec des antidicotylédones, donc avec les tricétones, donc avec le mésotrione ou la sulcotrione. Le fait d'associer la napropaïne, donc le colzamide, avec une des 2 tricétones, ça n'a pas amplifié les symptômes de phytotoxicité. Si on regarde à maturité, donc ici c'est les hauteurs à maturité, on a eu une compensation derrière, mais on a eu les conditions cette année aussi pour avoir un développement du lin plutôt favorable. Donc tout ça, ça s'est plutôt estompé en cours de végétation, ce qui fait qu'au final, on a des hauteurs entre des différentes modalités qui se sont égalisées. Au niveau des rendements, donc là je vous ai mis l'impact sur le rendement en lin taillé. Donc sur les bâtonnets bleus vous représentent toujours la moyenne des 2 essais. Et puis vous avez les points qui représentent les comportements dans les différents essais. Donc on voit que par rapport aux applications classiques que l'on est habitué à faire, donc des canaux sulcotrione ou mésotrione, l'application de napropamine, on est toujours dans la moyenne autour du témoin non traité. On a des comportements un peu différents dans les différents sites. Vous voyez ici sur le site du Pas-de-Calais où on est toujours bien au-dessus du témoin non en termes de sélectivité et d'impact sur le rendement. En revanche, dans les conditions beaucoup plus difficiles suite aux orages que je vous ai montré sur la plateforme de l'Eure, on a eu un développement un peu plus dur des plantes, ce qui a impacté un peu plus le rendement au final. Si on regarde ici, si on compare avec d'autres modalités, donc je vous ai mis ici le shaker notamment 200 grammes utilisé en solo au stade entre 3 et 10 cm. Donc le stade moyen d'application c'était 5 cm. On voit qu'on est on n'est pas plus sélectif avec ces applications de poste levé. Si on regarde le programme Caliprime Shaker, par exemple, on est toujours autour du témoin non traité. Par contre, là où ça commence à décrocher, c'est les associations. Donc, par exemple, sulcotrione plus napropamine relayée avec le shaker dans les conditions de l'année sur le site du Pas-de-Calais. On a un gain même de rendement par rapport au témoin non traité. Par contre, sur l'essai de l'Eure, ça décroche assez fortement. On a cumulé quelque part les matières actives plus les conditions climatiques difficiles. On a perturbé le développement de la plante. Donc, pour conclure un petit peu sur le colzamine, donc aujourd'hui, sur les 4 années d'essai, à la fois sur l'un d'hiver, sur l'un de printemps, ce qu'on peut en conclure, c'est que c'est une solution aujourd'hui qui nous paraît adaptée dans les programmes de lutte, notamment contre les graminées, donc à cibler vraiment les parcelles vraiment qui posent le plus de problèmes, à condition de respecter les précautions d'utilisation. Donc les précautions d'utilisation, donc c'est des précautions qu'on a définies en accord avec la société, hein. Donc c'est intervenir uniquement en post-semis prélevé dans les 48 heures maximum après le semis. Donc ça, c'est super important. Vous l'avez vu, si on intervient sur des lins qui sont en cours de germination, on va fortement impacter le rendement. La dose, 1,5 litre maximum. S'assurer des conditions climatiques dans les 7-10 jours après l'application, donc le gel, la pluviométrie, etc. C'est déconseillé en sol filtrant et surtout aussi en cas de semis tardif, notamment en lin d'hiver. On a vu cette année certains essais qui sont en place à l'heure actuelle, ou des semis qui ont été très tardifs, où on voit quelques symptômes de jaunissement et de tassement des plantes.
S'assurer d'une bonne structure de sol, donc c'est un produit qui est en partie racinaire, donc la structure de sol, le développement des plantes va être important. Et puis les mélanges aujourd'hui, qui sont toujours en cours d'évaluation de peaufinage, on va dire, sont pour le moment déconseillés. Donc si on en vient aux préconisations, donc ça c'est des choses que l'on présente tous les ans. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, hein, si ce n'est l'intégration de la spécialité colzamide en prélevé ici sur les préconisations lundi-vert. Donc dans les situations graminées ou coquelicots, géranium, etc. C'est une spécialité qui va apporter un vrai plus pour lutter contre ce type d'adventice. Et puis derrière, des choses assez classiques, hein. Soit on fait un allié 10-15 grammes dans les situations où on n'a pas de résistance. On peut l'associer avec du gratil. L'allié, le méthylfuron, est une spécialité qu'on peut positionner assez facilement en période hivernale. Sinon, ce sera des interventions de printemps, soit avec du shaker, et du métis, donc le MCPA associé à de l'huile, ou bien encore l'allié. Pour lutter contre les graminées, là encore, à privilégier dans les parcelles à forte infestation précoce dès l'automne, et puis les applications possibles d'antigraminées foliaires en règle générale en cours de végétation, mais attention au risque gel derrière. Donc vraiment s'assurer qu'il y ait au moins une dizaine de jours sans température froide annoncée et sans surtout d'amplitude thermique. Sinon, privilégier les applications plutôt de printemps. Sur le désherbage sur l'un de printemps, donc on a vu qu'on pouvait avoir des sélectivités assez variantes en fonction des conditions climatiques. Donc privilégier colzamine vraiment dans les parcelles où on a des fortes pressions graminées et où dicotylédone a problème, qui sont peu sensibles au programme de post-levé. Sinon, rester sur des programmes classiques, donc avec des canaux, sulcotrione, mésotrione, donc avec le caliprime en prélevé, et puis relayer derrière avec les programmes en cours de végétation, donc métis, Basagran, shaker Basagran. En bref, il y a plusieurs associations, plusieurs programmes qui sont possibles en cours de végétation. Un programme également possible en intégrant du désherbage mécanique, donc des programmes où on peut intégrer du 100% mécanique. Donc là, on ne fait pas de prélevé du tout, donc privilégier les interventions très précoces dès 2-3 cm, RC-tri ou rotative en fonction des adventices. On peut également combiner plusieurs outils, donc l'AR ou la houe sur des interventions précoces et du binage sur des interventions un peu plus tardives. Mais on visera toujours le 10 cm maximum. Et puis un désherbage plutôt mixte en intégrant de la prélevée pour assurer un état sanitaire, enfin pas sanitaire, mais un état d'infestation plutôt correct en début de cycle pour revenir le moins possible en post-levé avec un outil mécanique. Merci Benoît pour cette intervention. Donc je vois qu'il y a des questions qui viennent sur le chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser. On y répondra en fin de webinaire. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jeanne pour parler de la gestion de maladies et de l'averse en lundi-vert. À toi, Jeanne. Oui, merci Yann. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc là, on a eu 2 essais, donc avec pour objectif d'évaluer des stratégies de régulation et de lutte maladies sur lundi vert. Donc 2 sites d'essai, un en Hauts-de-France, un en Normandie. Donc ici, vous avez l'ensemble des modalités qui ont été étudiées avec différents objectifs à chaque fois, qu'on va revoir un petit peu plus ensuite. On va faire des focus, voilà. Donc au niveau des conditions des essais, donc ça a été un petit peu dit déjà par Benoît juste avant, mais donc on a eu des semis début octobre, donc sur nos 2 sites d'essai avec pas mal de pluie, mais une levée rapide et une bonne croissance. Et ensuite, donc on peut voir qu'au niveau des applications, on a eu des applications dans des bonnes conditions.
Néanmoins, on a quand même eu des grosses pluies au niveau des T2 et T3, donc qui ont pu avoir un effet sur nos essais. Mais globalement, au niveau des périodes de gel, on était dans les créneaux. Donc la première question qu'on s'est posée sur ces 2 essais, c'est l'intérêt d'un régulateur à l'automne. Et donc là, on a fait plusieurs modalités. Donc les premières que vous voyez en bleu, c'est donc une régulation à l'automne vers le stade 5 cm, donc avant l'entrée hiver, donc avec des différentes doses de Toprex, de Carix et de Medaxtop en l'occurrence. Et on a comparé ça avec les mêmes modalités, mais sans régulation à l'hiver et simplement un passage en pré-floraison avec du Toprex et du Carix. Et donc, on va voir l'intérêt du régulateur. Donc, au niveau des applications hivernales, donc sur le stade 5 cm. Donc, les modalités que vous voyez au-dessus de la barre noire, ce sont les modalités qui ont eu un régulateur autour du stade 5 cm. Et on voit effectivement qu'on a bien un effet du régulateur, donc qui va diminuer notre hauteur environ de 25%, avec un effet assez marqué, surtout sur le Toprex et le Carix, un petit peu moins sur le Medaxtop. Mais on voit effectivement qu'il y a bien un intérêt d'un régulateur à l'automne qui va notamment nous permettre d'éviter ou en tout cas d'atténuer les dégâts de gel en régulant la croissance de nos lins. Donc ensuite, ce qu'on a voulu regarder, c'est en fonction des régulateurs, si on avait un effet sur le rendement. Donc si en appliquant un régulateur à l'automne, il y avait un effet sur le rendement en lin taillé. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas d'effet sur le rendement entre une régulation à l'automne et une régulation simplement au printemps. Donc on voit quand même. Ouais, non, c'est bon. Ensuite, on a essayé de regarder également l'influence sur la note de verse. Donc là, on était sur la note de verse en fin de cycle. Donc ce qu'on voit également, c'est qu'on n'a pas forcément d'effet de notre régulateur à l'automne sur la note de verse. On voit quand même qu'il y a une tendance qui se dessine avec néanmoins le témoin qui a en toute logique la note de verse la plus élevée. Donc là-dessus, on reste quand même sur quelque chose d'assez logique au niveau des notations et du suivi de l'essai. Ensuite, la deuxième question qu'on a essayé de se poser sur ces essais, c'est l'intérêt d'un positionnement du régulateur au printemps, donc avec 2 stades d'application, donc plutôt vers 30-50 cm, donc en pleine période d'élongation et en pré-floraison. Et donc on a comparé ces 2 modalités-là, voir si on avait un impact sur la verse notamment. Donc là, les résultats qui sont montrés sont les résultats de l'essai de l'heure, qui a eu un bon comportement face à nos modalités de verse. Et donc, c'est un essai qui a subi une verse assez tardive. Et donc, ce qu'on voit, notamment au niveau du rendement, c'est qu'on n'a pas forcément d'effet de rendement. On a assez peu d'écart entre la modalité avec le meilleur rendement et le plus faible, sachant que le témoin non traité, donc là, il n'est pas sur ce graphique, mais il se situe aux alentours de 15 quinto,2. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas forcément d'effet, en tout cas de nos régulateurs, sur notre rendement. Et donc là, on a un graphique de l'évolution des notations de verse. Il y a eu plusieurs notations de verse au cours de la croissance sur ces essais. Et donc, on voit bien que les 2 modalités qui sont en rose et en orange, donc c'est nos 2 modalités qui sont appliquées en T3, donc en pré-floraison. Et donc, on voit qu'à partir du moment de l'application, on a la notation de verse qui va stagner. Et donc, on a bien un effet régulateur sur la hauteur et donc sur la verse. Ça va rigidifier nos lins et donc limiter la progression de la verse sur ces modalités. Ce qu'on regardait aussi dans ces essais, l'intérêt du positionnement du fongicide à l'automne ou au printemps.
Donc on avait des positionnements donc autour du stade 5 cm. Donc on a regardé l'efficacité du score, notamment à 0,5 litres hectare. On a regardé la Mistar Gold à 0,7 litres et les mêmes modalités, enfin presque les mêmes modalités, positionnées plutôt en période d'élongation. Donc on a un essai qui était plus impacté que l'autre en termes de développement, développement de maladie, notamment quand je dis maladie, c'est plutôt la septoriose là, qui était visée sur le lin d'hiver. Donc sur l'essai de la Somme, donc plutôt secteur Santerre. Donc on a ici les courbes d'évolution de la maladie en fonction du positionnement. Donc le premier traitement avait été positionné lui au 23 novembre, donc fin novembre, et puis le traitement en cours de végétation était positionné le 8 avril. Donc on n'a pas forcément vu de particularités entre sur le développement pardon, de la maladie en fonction du positionnement des différents fongicides. Que ce soit le score ici à 0,5 ou la Mistar Gold durant l'automne, par rapport au témoin qui est pas forcément indiqué sur le graphique, on a des infestations qui sont similaires. Donc en termes de ici, vous avez les rendements en lin taillé, donc sont exprimés en quintaux hectares en fonction du positionnement fongicide. Donc on voit que la Mistar, que ce soit la Mistar Gold à 1 litre positionné au printemps, le score à 0,5 litres positionné également au printemps, par rapport à la Mistar Gold à 0,7 litres à l'automne ou au score 0,5 positionné à l'automne, on n'a pas forcément de différences statistiques dans les essais, mais on a quand même une tendance qui avantage les positionnements au printemps. Donc un positionnement des fongicides visant la septoriose plutôt à privilégier au printemps qu'à l'automne, même si dans les différentes situations, on a systématiquement un gain de rendement par rapport aux témoins. En termes de préconisation, donc ici, donc vous avez quelques exemples, ce sont des exemples de programmes en termes de protection fongicide sur le lin d'hiver. Donc si en fonction des cibles maladies, donc si on cible uniquement l'oïdium, donc on positionnera les spécialités en fonction de la pression sur des stades précoces, donc dès la reprise de végétation, courant avril, sur des stades entre 20 et 40 cm, donc les premiers symptômes d'oïdium, voire de septoriose. Donc avec des programmes assez classiques, j'ai envie de dire, soit une double application de Joao, donc on commencera à 20-40 cm à 0,3 litres, avec un relais à bouton floraux, donc à début floraison. Une pression moyenne à forte, on peut toujours utiliser le Nisodium, donc cyfluphénamide, qui permet de pas forcément perturber la croissance de la plante. Bon, sur du lin d'hiver qui est déjà bien enraciné, bien implanté, ça a beaucoup moins d'impact que sur du lin de printemps. Donc Nisodium qu'on utilisera entre 0,3 et 0,5 litres si on veut une efficacité acceptable. Donc l'important c'est vraiment de positionner dès les premières étoiles si on veut maximiser l'efficacité du Nisodium. Ensuite, sur une pression plutôt moyenne en cours d'élongation, on peut associer Nisodium Joao, donc 0,3-0,5 litres de Nisodium avec 0,2-0,3 de Joao, à un stade intermédiaire, 60, autour des 60 cm. C'est vraiment des stades indicatifs, hein, mais c'est juste avant les boutons floraux, on va dire, qui permettra une protection à la fois curative et à la fois rémanente pour empêcher les maladies de se développer en cours de floraison.
En revanche, si on a un risque septoriose plutôt élevé, plutôt précoce, on peut intervenir soit avec du score à 0,5 litres, faut vraiment pas trop baisser les doses si on veut chercher de l'efficacité, ou une modalité, on l'a vu dans les graphiques précédemment, la Mistar Gold entre 0,5 et 1 litre qui permettra une efficacité un peu plus accrue si les symptômes sont déjà déclarés. On peut associer à du nisodium pour lutter contre l'oïdium en même temps, ou bien du Joao en fonction de la pression oïdium. Quand je dis en fonction de la pression oïdium, c'est si on a un oïdium qui est déjà déclaré dans la parcelle. Ensuite, on peut positionner les mêmes modalités quasiment, hein, soit le score, soit Amistar plus Joao, en stade intermédiaire, en une seule application, à un stade 50-60 cm, le tout qu'on relaiera à bouton fluoro ou début floraison avec le Joao pour maintenir une plante saine durant toute la phase de floraison qui correspond à la phase de remplissage des fibres. Merci Benoît. Je te propose de continuer avec la gestion de l'averse et des maladies. En lymphyte de printemps, il y avait déjà des questions qui étaient dans le chat, qui posaient des questions sur le lin de printemps, donc ça sera géré dans ce cadre-là. Je te propose de continuer. Donc je poursuis. Donc effectivement sur le lin de printemps, donc ici sur la campagne 2024, donc on a pu observer une pression assez forte des maladies hein, dans beaucoup de secteurs. Donc ici on avait deux sites d'essai, donc un site dans la Somme, donc sur la commune de Ramburel, hein, plutôt bordure maritime, et un site dans l'Eure. Dans le secteur du plateau du Neubourg. Ce que l'on observe, c'est que sur un des deux sites, donc notamment le site de la Somme, on a une pression très très forte. Donc on a un écart de plus de 12 quintaux, donc 1200 kg de fibres longues, donc de lin taillé entre le témoin non traité et la meilleure modalité de l'essai. Donc c'est l'impact de la maladie dans cet essai a été assez important. Ça a moins été le cas sur l'essai de l'Eure où on avait vu les difficultés. On est sur la même plateforme que tout à l'heure hein, où on a eu l'orage de 90 mm, un développement plus compliqué des plantes en début de végétation, ce qui a conduit à une perte aussi de peuplement. On n'était plus qu'à 1300 plantes à peu près au mètre carré, donc une pression maladie derrière qui était beaucoup plus faible. Sur l'essai de la Somme, on était sur des peuplements assez élevés, à 1600, entre 1600 et 1800 plantes en moyenne sur l'essai, avec un fort développement, l'apparition de la maladie, notamment de l'oïdium, très, très précocement, ce qui a amplifié l'impact des maladies sur la production de fibres. Donc ici un petit résumé du coup ce qui s'est passé aussi sur les différents sites. Donc forte pression oïdium très tôt, comme je vous l'ai dit, mais on a également eu une verse précoce dans cet essai. Donc ici je vous ai mis pour information la relation aussi entre la verse et le rendement lin taillé. Donc on voit l'impact de la verse qu'il y a pu avoir dans les essais qui a été important. Il y a une forte corrélation entre les parcelles qui étaient versées et l'impact sur la production de fibres derrière. Et puis, est-ce qu'il y avait une relation, pour bien comprendre derrière les résultats de l'essai, entre la verse et la maladie? Clairement, oui, on voit que plus les parcelles étaient versées, plus le développement des maladies était important. Donc sur les efficacités, les réponses des différentes stratégies de protection, donc je vous ai sélectionné ici différentes modalités qu'on a pu tester, avec notamment des produits que j'aurais pu laisser coder, mais que j'ai souhaité décoder puisque ce sont des produits qui sont en cours d'homologation. Donc je pense à l'Akicine Duo, je pense au Thiopron Renfree, je pense également au Phaéton. Donc ce sont des spécialités de biocontrôle à base de soufre. Donc soufre en solo pour le Thiopron et pour le Phaéton,
Et pour la Kissine Duo, c'est une association soufre plus phosphonate qui a été testée dans les différents essais. Donc ça, ce sont des spécialités, je répète, qui sont en cours d'homologation, mais qui ne sont pas encore homologuées. Sur la performance des différentes modalités, donc on a comparé ces modalités à des références plus classiques, donc double application de Joao à 0,3 litres, donc c'est la troisième modalité en partant du haut. Et puis les références aussi qui sont encore dans nos préconisations, donc une application de Nissodium 0,3 litres très précocement, donc autour de 20-30 cm, avec une application de Joao en relais au stade des boutons floraux. Donc on a également testé une spécialité comme le Maxentis, donc le Maxentis qui a une homologation sur l'un. Donc le Maxentis, c'est du prothioconazole avec de l'azoxystrobine. Donc en comparaison par exemple avec la Mistar Gold où c'est du diphénoconazole avec de l'azoxystrobine. L'objectif ici c'était d'aller regarder les performances notamment sur septoriose. Donc toutes les applications, toutes les modalités ont été faites en 2 traitements. Donc on n'a pas regardé des modalités à 3 traitements, 4 traitements pour maximiser la protection. On voulait vraiment comparer les différents produits selon les mêmes stratégies d'application. Donc tout a été fait en 2 applications. Donc la Kissine Duo, notamment ici, on l'a travaillé à 2,5 litres, donc qui serait sa dose d'utilisation. On l'a travaillé également à 3,5 litres, qui sera sa dose d'homologation. Donc première chose à retenir sur ce graphique, c'est que quelle que soit la stratégie fongicide appliquée, on a tout de suite eu un impact positif en termes de production de fibres longues. Donc ici, c'est les rendements qui sont exprimés en pourcentage du témoin non traité. Donc dans les 2 sites, à chaque fois qu'on appliquait un fongicide, on avait un gain de rendement qui était systématique, plus ou moins important en fonction des stratégies appliquées, mais qui était nécessaire dans tous les cas. On a également regardé le poids on va dire le poids quelque part l'importance du positionnement en T1. Donc vous avez ici une seule application de Joao à boutons floraux comparé à 2 applications ici. On voit clairement que le T1 était nécessaire pour aller chercher encore plus de rendement, surtout dans l'essai de la Somme où on avait une infestation beaucoup plus importante. Je vous ai mis également ici à droite l'intensité des maladies, l'intensité maladie finale, donc début maturité, donc toujours sur une note 0,10. Donc plus la note est élevée, plus la maladie est développée sur les différentes modalités les bâtonnets jaunes correspondent aux mêmes modalités en face que celles présentées dans le graphique du rendement. Donc, on voit également une très bonne performance des solutions au biocontrôle en solo. Donc, je vous rappelle que c'est du biocontrôle seul, donc la Kissine, le Chopron, Phaéton, où on est au même niveau de rendement et d'efficacité que les références classiques. Mais je répète, attention, ces solutions sont seulement en cours d'homologation pour le moment. Donc vous ne les verrez pas encore dans nos tableaux de préconisation. On voit l'intérêt également du Maxentis, notamment sur septoriose. Bon, je vous ai pas mis tout le détail des notations, mais Maxentis positionné ici en T1, on voit ici sur l'essai de la Somme où on a eu un développement de la maladie très précoce et des symptômes de septoriose précoce également qui ont été observés. Ça fait partie d'une des meilleures modalités qui ressort de l'essai. Et puis, quand il est positionné en T2, donc ici un Nissodium en T1 relayé avec du Maxentis, pression septoriose sur l'essai du 27 qui arrivait beaucoup plus tardivement. On a des symptômes qui se sont développés pendant la floraison. On voit que c'est la meilleure modalité même en termes d'efficacité septoriose et d'impact derrière sur le rendement.
Donc en situation plus stressante aussi, on notera donc plus stressante, je prends l'exemple de l'essai de l'heure notamment, où les applications avec du prothioconazole trop tôt, bah, ont continué à perturber un petit peu le développement des plantes, ce qui fait qu'on a un impact un peu plus négatif quelque part sur le rendement par rapport aux solutions plus soft vis-à-vis de la croissance de la plante. Je pense au soufre, je pense au nisodium, ou qui présentent des performances les meilleurs rendements par rapport aux autres solutions. Ici, juste pour rappel, pour rappel ici, on a continué à regarder également l'effet de la tolérance variétale en termes d'impact sur le développement de la maladie. Donc, je vous ai pris ici juste l'exemple de Ramburel parce que c'est un essai où on a eu une très très forte pression, hein, très très forte pression au idiome. Oïdium et également septoriose, mais beaucoup d'oïdium notamment. Et on vous a mis ici la cinétique de croissance, pardon, la cinétique d'intensité d'oïdium dans les différentes modalités. Donc on a regardé on a gardé une modalité de référence Nisodium relié à Joao avec du Joao, une seule application de Joao au moment de la floraison, une seule application de Nisodium très tôt. Et puis après, on a regardé tous ces positionnements de solutions de biocontrôle, soit en T1, soit en T2, soit 2 applications, ou ici 2 applications, mais la première application avec un stimulateur de défense naturelle des plantes. Donc ce qu'on voit sur le développement de l'oïdium dans l'essai, par rapport aux témoins non traités, jusqu'à la floraison, on va dire qu'on a on n'a pas de gain d'efficacité avec les modalités traitées. C'est le T2 ici qui va se différencier en termes de développement de maladie. L'impact derrière des différentes solutions sur le rendement en ATI, vous voyez ici, bon, attention aux couleurs, hein, parce que vous voyez le groupe statistique, toutes les modalités sont dans le même groupe statistique, et l'écart entre le témoin non traité et la meilleure modalité n'est que de 2 quintaux. Donc pour rappel, sur la variété sensible qu'on avait sur la même plateforme, hein, les essais étaient côte à côte, c'était du Malika, on avait plus de 12 quintaux entre le témoin non traité et la meilleure modalité de l'essai. Ici, en utilisant une variété tolérante, on n'a que 2 quintaux, et vous voyez le développement de l'oïdium qui est beaucoup plus tardif sur ce type de variété. Donc la tolérance variétale, on peut dire qu'elle permet de réduire la nuisibilité et aussi d'avoir plus de souplesse pour le déclenchement des interventions. En termes de préconisation, bon, je vais pas m'attarder plus que ça, puisque on est sur des préconisations quasiment similaires à ce que je vous ai présenté sur le gain d'hiver. Donc, si on a des fortes pressions d'oïdium en début de cycle, plutôt privilégier des produits curatifs type à base de prothioconazole, hein, donc le joie au 0,3 litres. Si on a de l'oïdium qui commence à se développer, mais pas trop non plus, ce serait vraiment les premiers symptômes. On peut utiliser du Nisodium, mais attention à la dose, hein, pas trop baisser la dose, donc 0,3, 0,5 litres. Avec un relais Joao derrière, ça reste une des références assez efficaces. En cas de faible pression précoce, un Nisodium pleine dose peut suffire à maintenir la pression oïdium tout au long du cycle. Et en cas de pression tardive, un positionnement Joao en fin de cycle peut être suffisant. En cas de risque septoriose, on a les mêmes spécialités, donc SCORE ou Amistar Gold, qu'on positionnera au même moment que le premier anti-oïdium. Donc on peut l'associer avec soit Nisodium, soit Joao en fonction de la pression oïdium, ou bien le positionner à un stade un peu plus tardif, à 50-60 cm. Donc dans ces tableaux de préconisation, vous ne voyez pas apparaître encore les spécialités Thiopron, Akicine ou Phaéton, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est
pas des c'est des spécialités qui ne sont pas encore homologuées, donc on ne les met pour l'instant, elles ne sont pas inscrites dans nos préconisations. Voilà pour les maladies. Si je poursuis sur la verse, donc c'est une année où on a eu beaucoup de choses à observer, hein, entre les maladies, la verse et le développement d'adventices, etc. Donc il y a pas mal de choses à raconter. Donc ici, on avait prévu un protocole pour évaluer différents produits, différents programmes, donc à 2 positionnements. Donc soit on testait en un seul passage le Carix, le Medaxtop et le Toprex. Donc Carix, on l'a positionné à 0,7 litres hectare. Et puis un produit qu'on a voulu regarder de plus près, ça fait c'était la 3e année qu'on le regardait. Les 2 années précédentes, vu les conditions de développement, on n'avait pas eu de verse dans les essais, donc c'était des années où on n'a pas pu acquérir de référence sur ce produit-là. Cette année, on a pu voir, on a pu évaluer la spécialité. On a mis un Toprex à 0,15, on a regardé le positionnement d'un ET-verse aussi à 0,6, 50-60 cm. On a regardé une double application, en commençant avec du Medax relié avec du Carix ou du Medax relayé avec du Toprex. Et puis un positionnement unique juste au moment de bouton floraux, juste avant la floraison, avec les mêmes spécialités, les mêmes doses. Donc ce qu'on peut voir, je vous ai mis ici sur les graphiques, bon désolé, j'ai mis les 2 graphiques côte-côte, c'est peut-être un peu difficile à lire, surtout pour ceux qui sont sur leur téléphone. Mais donc ici, vous avez le rendement en intaillé, donc des différentes modalités en bleu, et en orange, vous avez les notes de verse qui ont pu être affectées, les notes finales de verse qui ont pu être affectées aux différentes modalités. Et ici, le graphique de droite, ce sont les hauteurs finales des différentes modalités. Donc ce qu'on peut observer dans un premier temps, c'est que ce n'est pas forcément les modalités qui ont le moins de verse qui ont le meilleur rendement. Notamment, je pense aux modalités Toprex ou encore Carix 07 positionné ici en T1. Donc ça a été très efficace pour la verse. On le voit ici à côté, hein, c'est des modalités qui ont fini assez courtes, hein, enfin plus courtes que les autres. Assez courtes, on était autour de 90 cm, donc c'est déjà pas mal, mais c'est les modalités qui ont été le plus raccourcies. Mais du coup, on a eu un impact assez important sur le rendement, puisque c'est des modalités qui se retrouvent plutôt bas de tableau au niveau du rendement. Les positionnements trop tardifs en T2, notamment avec le Carix ou le Medaxtop. Donc les positionnements tardifs sur une forte végétation, fort développement, sur des liens qui commençaient ou qui étaient déjà versés, bah, n'ont pas eu d'efficacité spéciale, entre guillemets, le mal était déjà fait et on n'a pas pu maîtriser la verse et tout ce qui s'ensuit, développement des maladies, etc. derrière. Les meilleures modalités sont ici haut de tableau, donc c'est pas forcément celle qui présente la note de verse la plus basse, mais par contre, c'est celles qui ont permis d'avoir une croissance continue, on va dire, tout en étant rigidifié, en limitant la verse, pas c'était pas des parcelles qui étaient pas versées du tout, mais on a limité la verse, on a rigidifié la plante sans perturber trop la croissance de la plante. Donc le Medaxtop 0,5 litres, 0,75 ou 1 litre font partie des meilleures modalités, mais la meilleure modalité reste Medaxtop relayé avec le Toprex. Donc les 2 interventions étaient nécessaires à condition de ne pas appliquer une solution trop agressive lors du début de croissance ou en pleine élongation. C'est là où la fibre se construit, s'allonge. Plus on va stopper brutalement la croissance, plus on va impacter le rendement. Un autre levier sur la verse, donc toujours sur le site de la Somme, on a regardé l'effet de la densité aussi sur la verse. Donc vous avez ici en bas en abscisse les notes de verse, donc de 0 à 10.
en ordonnée le rendement en l'intayé pour la courbe bleue et puis le peuplement en la courbe orange. Donc on est ici sur le peuplement, donc c'est pas les densités grammes mètre carré, mais c'est bien le nombre de plantes qui étaient levées. Donc on avait 4 densités de semis différentes. On a semé à 1000, 1200, 1600, 2000 et 2400 grammes mètre carré avec les peuplements finaux que vous avez ici. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que plus on a de pieds mètre carré, plus la note de verse est élevée. Et la courbe bleue nous dit que plus on a une note de verse élevée, plus on impacte le rendement. Donc autrement dit, plus on va semer de rue, plus on aura de plantes au mètre carré, plus on augmente le risque verse et plus on va impacter notre rendement. Donc pour terminer sur la gestion globale du risque verse, donc c'est une grille de verse ici qui est disponible. C'est une grille assez simpliste, mais c'est des choses que l'on observe en cours de végétation, que l'on fait quelque part naturellement. Donc on va regarder en fonction des conditions climatiques, en fonction de la parcelle, donc au niveau du sol et en fonction de la culture, du comportement de la culture, donc en fonction de la densité, en fonction de la rigidité de la plante et en fonction de la vitesse de croissance de la plante. On attribue une note de 0 à 3 en fonction des différents facteurs de risque. On additionne la note des 3 facteurs et on obtient ici un risque soit nul, soit fort en fonction de la note. En fonction du risque, un programme peut être mis en place. Donc, si on a un risque entre 0 et 3, on considère que le risque est nul. Donc là, on déconseille les interventions. Une intervention de régulateur est toujours négative quelque part sur le rendement. En situation où il n'y a pas de risque verse. Donc s'il n'y a pas besoin de systématiser, il ne faut surtout pas même systématiser cette intervention. C'est vraiment uniquement des années comme cette année où le risque est avéré. Et en fonction du niveau de risque et de la précocité de ce risque, on adaptera un programme, donc soit avec du Toprex, on adaptera la dose également des produits, le Carix, ou encore uniquement sur l'un de printemps, le Medaxtop, où la dose évoluera, donc augmentera en fonction du risque évalué à la parcelle. Et plus on aura un risque tardif, plus les doses seront réévaluées plutôt à la hausse. Donc, pour terminer, donc les interventions avec régulateur, donc je viens de le dire, c'est vraiment le dernier recours. C'est la maîtrise voilà, de l'itinéraire technique au sens large. On l'a revu avec le graphique que je vous ai présenté sur les densités de semis, fait partie du raisonnement important pour les interventions de régulateurs. Également le choix variétal, on a des variétés qui ont des sensibilités plus ou moins fortes à l'averse, et puis également le raisonnement de la fertilisation azotée. Donc plus on mettra d'azote, plus on créera plus on aura de biomasse, plus on aura des liens qui seront tendres et plus le risque sera élevé. Donc quand on combine variété sensible, forte densité plus forte fertilisation, là on est sur des risques très élevés. Merci. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Il est déjà 10h30 passé. On va juste vous proposer quelques diapos complémentaires et des éléments sur on va dire les dates à retenir dans nos prochains événements. Donc, à retenir que le 28 janvier prochain est organisé un colloque filière lin-fibre donc sur Amiens, qui est co-organisé avec le CIPALIN.
donc l'interprofession du lin, seront repris un certain nombre d'éléments concernant des focus sur l'économie, vision du marché de la filière, un volet particulier autour de la semence qui sera traité lors de ce colloque, avec voilà, des stratégies de production optimisées, des éléments techniques seront aussi présentés sur ce volet-là. Les enjeux concernant la protection de la culture du lin seront aussi présentés avec plusieurs interventions techniques et aussi un peu plus stratégiques sur la vision concernant la protection des cultures et les cultures de lin en particulier. Et donc voilà, l'optimisation de l'itinéraire technique de production qui seront évoqués, et aussi des éléments sur les évolutions concernant les méthodes de qualification et de description des fibres qui seront aussi présentés. Ce diapo suivante, dans les autres éléments aussi en termes de préconisation qui seront proposés, vous avez donc un document Arvalis Info l'Infibre, alors qui est l'édition 2023 est en ligne, l'édition des résultats 2023 est en ligne, et donc l'édition concernant les résultats qu'on vous a présentés ici seront repris pour l'édition qui sortira, on va dire, en mars, février ou mars 2025. Donc un document qui est distribué format papier via un listing du journal de l'AGPL, et donc qui sera aussi mis en ligne gratuitement. À noter aussi qu'un guide de culture de poche a été édité là tout récemment. Il est arrivé là il y a quelques jours. Il est disponible sur le site des éditions. Un certain nombre d'entreprises de taillage ont fait des commandes aussi de façon assez importante, donc je pense qu'ils seront aussi distribués assez facilement auprès des producteurs dans les prochaines semaines lors des réunions qui sont organisées cet hiver. Voilà, donc il me reste à vous remercier. On est monté à pratiquement 200 participants pour ce webinaire. Mais merci pour les questions qui ont été posées, les interactions, et on vous dit à bientôt dans les prochains événements qu'on organise. Bonne journée à vous. Au revoir.